parti. Donc, comme je vous le disais, il y a exactement 2 minutes, bonjour à tous et bienvenue. Merci de prendre le temps de vous connecter, de passer cette petite heure en ma compagnie. Je suis Samuel Guillaume, je suis le chef de produit en charge de ce qu'on appelle le core Y2, à savoir les applications back-office et front-office, mais qui englobe aussi tout ce qu'il y a autour, notamment toute la partie API, Business Notification, les sujets de compliance et ainsi de suite. Donc, on est à ce moment de l'année où on vous présente le contenu et les nouveautés qui vont être mises à votre disposition dans les jours et semaines à venir. Donc, dans cette nouvelle édition qui s'appelle l'édition 2022. On essaiera, je ne vous garantis pas qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions en fin de session. Néanmoins, on ne les jette pas. Donc, si vous voulez nous poser des questions, et si on ne répond pas dans la session, on vous y répondra après. Donc, il y a une fonction là dans Webex qui s'appelle Q&A, je pense. Donc, vous pouvez saisir vos questions là-dessus. Elles ne sont pas perdues. Et on fera en sorte de vous répondre. Voilà. Pour le confort de tout le monde, vos micros sont coupés pour cette session. Donc, encore une fois, vous pouvez vous poser vos questions dans la fonction Q&A. Et on démarre donc avec une petite présentation du planning de migration prévisionnel pour les clients et utilisateurs des solutions SaaS Advance Y2, avec un petit retour dans le temps, avec une édition 2022 qui est passée en statut RC, qui est Release Candidate, à savoir pilote chez nous, il y a quelques mois, fin janvier. À l'issue de ce passage en RC, comme d'habitude, on a initié une phase de pilotage sur une sélection de clients hébergés sur notre pod Europe. Et après quelques semaines de pilotage et sur la base des retours qu'on avait eus de ces clients, on a fait un comité et on a décidé en fait de passer cette version donc au statut RTM, donc Ready to Market, et donc prête à être déployée sur les différents points of delivery Cegid. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait il y a quelques semaines et on va lancer aujourd'hui. Donc il y a en fait certains clients déjà qui sont sur une ferme particulière sur le port d'Europe qui ont vu leur environnement de test mis à jour il y a quelques jours, il y a 2 jours je crois, qui vont avoir quelques semaines pour tester avant une bascule en prod, sous réserve que vous ne nous remontiez pas de problèmes bloquants, un passage en prod qui devrait se faire courant du mois de mai. Et cette migration, en fait, contrairement à celle qu'on a pu faire l'année dernière, qui impliquait un certain nombre de changements d'infrastructure, d'environnement technique, et ainsi de suite, cette mise à jour d'un point de vue de nos équipes SaaS, DevOps, et ainsi de suite, est une mise à jour qui est relativement mineure. C'est-à-dire que il n'y a pas de changement de composants techniques, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une opération qui est maîtrisée et qu'on fait avec vous plusieurs fois par an déjà. Donc, l'ordre, et vous allez voir un calendrier de mise à jour qui va être assez resserré dans le temps, vu que le reste des clients hébergés sur le pod Europe vont migrer en test d'abord et en prod sur le mois de mai et début juin. On va faire les US dans le même temps, le pod de Singapour et la Chine un petit peu plus tard pour des raisons de calendrier, de fêtes et ce genre de choses. Mais dans tous les cas, quelque chose d'assez compact et rapproché dans le temps. Un petit rappel avant d'expliquer un petit peu ce qu'on a fait, juste pour réitérer ou réexpliquer un peu notre vision au sein de l'équipe Product Delivery de Cegid. Donc, notre stratégie, notre roadmap aujourd'hui, elle s'appuie sur 8 axes principaux. Le premier qui est le SaaS. Aujourd'hui, on veut vraiment renforcer et notre présence et notre position de leader sur le marché du SaaS à destination des professionnels du retail. Donc, ça passe par une expansion qui s'est traduite, par exemple, l'année dernière par le lancement de ce nouveau pod de Chine. Et puis, on investit beaucoup aussi sur des outils de monitoring, de mesure de la performance de nos plateformes afin que nos équipes SaaS soient plus réactives et anticipent et proactives sur l'arrivée possible de certains problèmes. Donc, ceux d'entre vous qui sont venus ces derniers mois à Lyon ont peut-être pu visiter en fait le cockpit SaaS, qui est un peu la plateforme de pilotage de toutes nos infrastructures. Donc ça, c'est des outils, c'est des services, et ainsi de suite. On investit également, j'insiste là-dessus, parce que c'est important et ce n'est pas des choses qu'on valorise beaucoup au sein des fiches versions de ce type de présentation. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un expert de la sécurité, mais on fait beaucoup de choses sur du non fonctionnel. Et encore une fois, des choses que vous n'allez pas nécessairement voir.
Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un seul d'entre vous qui soit fait hacker son environnement Cegid qui était en SaaS. Et ça, on en est assez fiers, d'autant qu'on a vu sur les mois derniers des clients malheureusement être victimes de ce type d'attaque et au final avoir une application qui continuait de tourner, c'était la nôtre. Donc, ce n'est pas des choses dont on se gargarise nécessairement parce qu'on n'est jamais à l'abri des dangers ou de tomber sur quelqu'un qui est plus malin que nous, mais c'est vraiment un investissement des équipes qui sont impliquées en permanence là-dessus. Donc on travaille aussi beaucoup à améliorer la performance de vos solutions. Vous avez pu le remarquer que la qualité des livrables s'est quand même énormément améliorée au cours des dernières années, puis on essaie d'investir aussi, c'est un livrable aujourd'hui chez nous, la documentation pour vous permettre de mieux appréhender, mieux anticiper, mieux maîtriser aussi vos solutions Cegid. La troisième partie, c'est la partie CI/CD. Et ça, on en reparlera très rapidement sur la fin de la présentation, plus en introduction d'une autre présentation qu'on organisera pour vous dans les quelques mois à venir. C'est qu'on est en train enfin, on a pas mal changé nos méthodes de livraison et on essaye aujourd'hui, et c'est un peu l'objectif, c'est de vous livrer du fonctionnel et du fixe de manière plus fréquente, plus simple pour vous aussi voilà, et faire en sorte que cela nécessite moins de travail pour vous aussi. Donc, c'est des méthodes, c'est des formations, c'est des personnes qu'on recrute, et puis c'est des investissements aussi dans des outils de tests auto et ainsi de suite pour mieux avancer là-dessus. La partie ouverture, c'est toujours les API. On en parle beaucoup et vous verrez que ça fait aujourd'hui partie ça représente un gros des nouveautés qui arrivent dans toutes les nouvelles versions. Donc, l'APIisation de notre solution, donc par l'apparition, le refactoring d'un certain nombre de services qui permettent à Y2 de mieux s'intégrer au sein d'une architecture applicative qui est des fois complexe, des webbooks, et puis aujourd'hui aussi, on travaille sur des mécanismes d'extensibilité, c'est-à-dire la possibilité de mieux interagir depuis une application Cegid avec une application tierce qui pourrait vous permettre d'offrir en magasin un service, une expérience différenciante. Puisqu'on parle d'expérience de magasin, ainsi de suite, on peut parler d'expérience utilisateur. Vous l'avez vu notamment sur des applications de type inventory tracking, sur la partie Live Store, sur MPOS et dans une certaine mesure sur le Core Y2 aussi. On a vraiment investi sur des thématiques du XUI, et c'est de créer une identité aussi et une homogénéité au sein des applications Cegid. Donc, tout est perfectible. Je vais aussi en reparler aussi. Et puis avec des gros investissements aussi qui sont faits sur des utilisations en mobilité de vos applications, parce que c'est ce que demandent vos utilisateurs, c'est ce que demandent les clients, et on a besoin de s'adapter à ça. On continue de travailler, d'investir sur l'enrichissement de nos capacités omnicanales. Il y aura quelques nouveautés que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis, on essaye et on continue d'enrichir aussi notre catalogue de connecteurs et de partenaires ISV. Encore une fois, des solutions packagés, des connecteurs packagés qui vous permettent, vous, d'étendre en fait ou d'offrir de nouvelles expériences à vos utilisateurs, à vos clients, que ce soit sur la gestion de rendez-vous, sur de la gestion de consentement, enfin sur plein de choses, l'intégration monétique et autres. La partie compliance, la fiscalité est complexe, elle l'est de plus en plus, pas qu'en France, elle le devient en France parce qu'on sait on est à l'aube d'une petite révolution chez nous, c'est l'arrivée de la dématérialisation des factures, des reporting et ainsi de suite. Mais tous les pays aujourd'hui sont en train de travailler à la mise en place de règles ou de lois de digitalisation des obligations de reporting de taxes et ainsi de suite. Mais on a aussi, et c'est un peu une nouvelle dimension également qui vous impacte et qui nous impacte aussi, c'est beaucoup de contraintes qui nous sont imposées sur des questions de data privacy, de data residency, qui nécessitent qu'on réagisse et qu'on soit meilleur que les autres. Et puis la partie Retail Intelligence avec la data euh, qui est importante pour vous. Donc déjà, on essaie de la garder au chaud et sécurisée chez vous, mais l'idée aussi, c'est de vous proposer des services sur la base de ces données. Pour rappel Y2, parce que j'ai parlé aussi de Live Store, je parle d'inventory tracking, je parle de MPOS, mais Y2, c'est vraiment ce qui est au cœur aujourd'hui de notre portfolio de solutions. Donc Y2, c'est effectivement ce qui est derrière le front office, c'est la base de données, ce sont les environnements, les technologies qui, en fait, tournent derrière le front office, et c'est ce même Y2 qui aujourd'hui alimente les applications mobiles
ou nouvelles de CJ, que ce soit Livestore, mPOS, Inventory Tracking. Et on le verra aussi de plus en plus, au-delà, j'y passe de notre BI ou de votre BI qui sont également alimentés par Y2, c'est de plus en plus d'applications tierces aujourd'hui qui viennent interagir et consommer de la donnée ou de la logique métier d'Y2. Donc ça, on va parler bien sûr de site e-commerce, on va pouvoir parler d'applications mobiles que vous ou vos partenaires développent eux-mêmes, et puis on va voir des choses un petit peu plus différenciantes, en tout cas un peu plus nouvelles en France dans vos secteurs d'activité, comme de la mise en place ou l'intégration avec des bandes de self-checkout et ce genre de choses qui, encore une fois, contribuent à améliorer ou différencier l'expérience client pour vous. On va maintenant passer en revue. Alors, l'exercice ne se veut pas exhaustif, mais j'ai sélectionné un certain nombre d'évolutions dont je pensais qu'elles pouvaient vous intéresser. Donc, autour des sujets de documentation, donc c'est plus pour faire un update et vous dire là où vous pouvez trouver de l'information sur les sujets de sécurité, les sujets d'ouverture, donc sur les API notamment. Le gros pavé et vraiment la grosse évolution, la grosse nouveauté sur cette édition 2022, c'est tout ce qui est la gestion des vouchers, autrefois appelés les valeurs papier, mais aussi de la gestion de la taxe sur encaissement, des nouveautés au niveau de l'omnicanal, et puis une partie qui n'est pas une partie fourre-tout, mais qui, qui contient des choses intéressantes, mais que j'ai mis dans une catégorie un petit peu à part. Donc sur la partie documentation, vous avez, alors je vous ai mis ici le screenshot en anglais, mais il est bien sûr disponible en français, donc le portail de documentation en ligne, qui a été mis à jour et qui va proposer pour l'édition 2022 les fiches de suivi, la fiche version, comme on le fait pour chaque nouvelle version. Donc ce document est d'ores et déjà disponible et vous pouvez le consulter, le récupérer. Ce portail est aussi celui qui va contenir, si vous ne les utilisez pas, allez les voir, il y a tout un tas de procédures métiers assez précises sur des sujets divers et variés. J'y reviendrai, ce qu'on appelle les procédures donc qui s'enrichissent. Vous allez retrouver les documentations à jour sur les web apps et sur la partie API, si vous souhaitez un suivi plus spécifique d'évolution de certaines API et de certains plugins, c'est dans la partie ici notes de suivi des API que vous les trouverez. On a également mis à jour et publié toute la partie prérequis techniques, que vous soyez client SaaS ou client on-premise, avec un petit point de focus que je voulais faire parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Je comprends pourquoi. Donc, je vais redire aujourd'hui si on n'a pas toujours validé Windows 11 pour utilisation sur poste d'encaissement front office. Pourquoi? Parce que depuis quelques années déjà, Cegid ne valide que les versions LTSC, ex-LTSB, aujourd'hui LTST de Windows et que Microsoft ne diffuse pas encore de version LTC de Windows 11. Ça ne veut pas dire que certains clients ne l'ont pas mis en place, nous on ne peut pas le valider. Par contre, si à un horizon de quelques semaines, mois ou ainsi de suite, Microsoft sortait une version, je vous garantis bien qu'on la testera très rapidement et qu'on la validera. Néanmoins, elle est validée en back-office. Voilà. Qui dit nouvelle version, dit aussi mise à jour de la Product Lifecycle Policy. Donc, les clients SaaS, ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. Par contre, les autres, enfin, les clients SaaS Advanced, les clients SaaS Dedicated ou les clients on-premise, bah, c'est important voilà, de savoir que le passage RTM de l'édition 2022 signe aussi l'arrêt ou la fin de maintenance programmée de l'édition 2020, donc courant Q3 de cette année, ce qui veut donc dire que l'édition 2020, de même que les éditions précédentes, bah, ne sera plus maintenue et ne recevra plus d'évolution. Une partie sécurité, donc j'en ai parlé rapidement, je ne vais pas encore rentrer dans le détail, mais juste rappeler que c'est un travail quasiment de tous les jours, que Cegid réalise des pentests, que Cegid mandate des sociétés tierces pour effectuer des pentests, que certains clients nous imposent de pouvoir réaliser des pentests pour garantir que voilà, les environnements, les données qu'ils nous confient sont à l'abri. Et ça contribue aussi en tout cas, ça nous aide aussi à détecter parfois des failles, ce genre de choses, parce que c'est pareil, les outils, les technos, les hackers, tout le monde devient meilleur. Donc, il faut nous en permanence qu'on colmate, qu'on renforce, qu'on redéveloppe pour s'adapter aussi. Voilà.
Donc, sur un certain nombre de sujets que je ne vais pas décrire parce que je ne suis pas expert, mais encore une fois, c'est vraiment le travail d'équipe dédiée. Sur la partie API et Webhook, alors j'ai sélectionné un certain, encore une fois, vous avez les fiches de suivi des plugins qui vont détailler l'intégralité des évolutions. Une évolution d'une API, ça peut être juste l'ajout d'un champ, la modification d'une méthode ou ce genre de choses. J'en ai sélectionné ici quelques-unes, notamment ce nouveau service qui est la version 2, donc du service Employee Salesperson. On donne désormais la possibilité, via API, d'aller créer ou modifier des vendeurs. Donc, si vous vous souvenez de l'année dernière, on avait rendu public notre API de gestion des utilisateurs, Y2, donc l'utilisateur de connexion et ainsi de suite. On a aujourd'hui enrichi notre portefeuille d'API en donnant la possibilité désormais de créer ou modifier des vendeurs. Ça dans l'optique, parce que c'est une demande qu'on avait de nombreux clients, et en tout cas c'est une tendance aujourd'hui, de pouvoir gérer des process d'onboarding ou de recrutement de vendeurs directement depuis un outil RH ou un outil de gestion des talents. On a vu beaucoup de clients. Alors, il avait mis en place beaucoup déjà sur la base de fichiers d'import ou ce genre de choses, mais pour faciliter les intégrations, ainsi de suite, on a beaucoup de clients qui en fait gèrent toute la phase de recrutement, d'entretien et ainsi de suite dans un outil RH, et une fois le contrat validé, via un appel de nos API, la création du vendeur avec sa date de début, en tout cas sa date euh, de prise de ses fonctions. Donc ça sur du recrutement, mais aussi sur de la maintenance et sur la gestion des départs pour s'assurer qu'un jour, un jour déterminé, l'utilisateur ne sera plus visible sur l'outil d'encaissement. Donc ça a été livré. Je disais aussi, sans entrer dans le détail, on a développé, en tout cas, on a enrichi un plugin qui est le plugin Settings, qui contient beaucoup de choses autour de paramétrage. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on donne la possibilité aussi, soit de paramétrer, ou à minima de récupérer tout un tas de données de paramétrage. Pour être clair, ce sont des valeurs ou des informations dont on a énormément besoin aujourd'hui, notamment dans la progression, dans l'avancée et l'enrichissement de Livestore, parce que sur de la création de nouvelles web apps, de gestion des journées de caisse et ainsi de suite, on a besoin de récupérer des choses comme des règles d'arrondi, des modes de paiement, des motifs d'ouverture de tiroirs de caisse et ainsi de suite. Néanmoins, ces API qui sont développées aujourd'hui, on les rend publiques, c'est-à-dire que vous pouvez également les utiliser si elles répondent à certains de vos besoins. Et on va continuer d'enrichir là-dessus. Je l'ai mentionné aussi, on continue de faire évoluer pas mal de services existants. On a fait pas mal de travaux de standardisation ou d'homogénéisation de certains services. On s'est rendu compte, en fait, vous vous êtes rendu compte pour nous, dans beaucoup des cas, que notamment sur certaines méthodes de récupération de documents, par exemple, on n'était pas homogène tout le temps sur les critères de recherche d'un document. Un coup, on avait une référence externe, un coup, on avait une référence interne, une référence de suivi, et ainsi de suite. Donc, on a fait en sorte, sur beaucoup de ces services, d'homogénéiser, de faire en sorte que l'on vous offre les mêmes critères de recherche, quel que soit le type de document que vous recherchez. Donc, je ne dis pas que le travail a été fait de manière exhaustive et qu'on a tout fait. C'est un travail qui est en cours, qui peut prendre du temps. Mais en tout cas, on s'y attelle et on ne laisse pas ça de côté. On a également créé un nouveau service de requêtage des données contenues dans les tables Z. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, autour du Core Y2, existe un outil qui s'appelle CBS, CJ Business Studio, qui a un modèle de customisation en fait, du corps. C'est quelque chose qui va permettre de créer de nouvelles tables, de stocker de la donnée, d'appeler des web services externes, de redessiner des écrans et ainsi de suite. Donc, on est vraiment sur du spécifique qui n'impacte pas la structure même du corps Y2. Néanmoins, les données qui sont stockées dans ces tables Z, donc les tables créées spécifiquement par Studio, n'étaient disponibles qu'à une application front office ou une application back office. Or, vous l'avez vu, on a aujourd'hui un éventail de solutions qui s'agrandit, avec des fois du MPOS, avec du Livestore, avec du inventory tracking et ainsi de suite, et qu'on souhaiterait pouvoir faire bénéficier les clients qui ont investi aussi sur des développements CBS, faire en sorte qu'ils puissent continuer d'utiliser dans une certaine mesure ces développements qui se sont faits. Donc, on a créé une API qui va permettre à un système tiers
d'aller requêter et d'aller récupérer de la donnée spécifique, spécifiquement créée dans ces tables. Donc là, on est plus vraiment sur du service technique. On a aussi, alors je l'avais déjà annoncé pas mal de fois et on a presque terminé, on a un gros chantier aussi de refactoring ou de redéveloppement d'un certain nombre d'API qui commencent à dater un petit peu, qui ne sont disponibles qu'en SOAP, qui sont les premières qu'on avait développées. On a changé des choses, on a appris, on s'est amélioré. Et on avait parmi, c'est l'un des 2 services les plus utilisés, donc un service historique qui s'appelle le Customer WCF, qui est le service de création, de recherche, de mise à jour de clients, qui fait bien le job, mais qui avait besoin d'être modernisé un petit peu. Donc on a réécrit complètement un nouveau service qui s'appelle Customer Management Service, qui est un service RESTful, donc plus moderne, plus performant et ainsi de suite. Donc on a déjà livré une première partie qui est la partie Create, qui est le service qui permet de créer des clients, qui est toujours en statut alpha parce qu'on n'a pas nécessairement fini de le tester intégralement. On est en train de travailler sur la partie Update, donc qui est la méthode de mise à jour des clients via ce service. Et donc on est en train de le finir en fait sur ce qu'on appelle un Product Increment. Donc ce sera disponible sur normalement au retour des vacances d'été, ce sera bon. Et puis on a aussi le gros morceau qui arrive cette année, dont je vais vous parler dans un instant, qui est le Voucher Management Service, qui est le nouveau service de gestion des valeurs papier. Et parfaite transition. Alors peut-être en introduction et pour expliquer le pourquoi de cette évolution, beaucoup de personnes nous ont sollicité l'année dernière, surtout en amont de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en France qui imposait désormais la collecte de la taxe, la collecte de TVA en France sur des versements d'acompte. C'est-à-dire qu'un client venant dans votre magasin, versant un acompte, devait en tout cas s'acquitter de la TVA. En tout cas, vous, en tant que retailer, vous deviez collecter et déclarer cette taxe collectée au titre de l'acompte qui avait été payé par le client. Il n'y avait pas de problème, c'est quelque chose que Y2 savait faire. Néanmoins, là où le problème apparaissait, ou en tout cas là où les choses devenaient un petit peu plus compliquées à gérer, c'est lorsque le client avait versé un acompte, on va dire 220, qui contenait 20 euros de TVA, et qu'il revenait en magasin pour récupérer le produit qu'il avait acheté, en fait, on refacturait, en tout cas, on continuait de calculer de la TVA. Et on ne savait pas en automatique venir déduire la TVA qui avait déjà été collectée au titre du versement de la compte initiale. Donc ça, c'était une chose. Après, en regardant aussi, et on le savait, on s'est rendu compte, voilà, la manière dont on gère une carte cadeau, un bon d'achat, un versement d'acompte et potentiellement un avoir, c'est pas tout à fait la même chose. On est capable de faire des choses sur les cartes cadeaux qui sont pas mal, notamment on peut acheter une carte cadeau, on peut l'utiliser en plusieurs fois et suivre son solde, ça c'était bien. Par contre, on ne savait pas le faire ailleurs. On savait également, sur des applications mobiles, MPOS par exemple, on savait vendre une carte cadeau, on savait l'utiliser, on ne savait pas émettre un avoir. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on avait des modes de fonctionnement qui étaient un petit peu disparates. Donc ce qu'on a fait, c'est on a développé et on introduit avec l'édition 2022 une nouvelle gestion des valeurs papier. Alors quand vous allez voir voucher, c'est le nouveau nom qu'on a donné pour valeurs papier, sachant que ces valeurs papier, ça va grouper, alors que vous les appeliez acompte ou art, les cartes cadeaux, les bons d'achat, les avoirs. J'ai bien noté ici que son activation était optionnelle, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre à jour vos environnements d'édition 2022, vous n'avez pas bénéficié de ça. Ce sera à vous de l'activer. Si vous n'avez pas besoin de l'activer, vous ne l'activez pas. D'accord ? Donc je vais expliquer après néanmoins les bénéfices de l'activation de cette fonction. Donc ça, c'est une nouvelle gestion. Ce qu'elle apporte, c'est ce que je mentionnais à l'instant, c'est désormais toutes les valeurs papier deviennent sécables. C'est-à-dire que leur utilisation peut se faire en plusieurs fois dans la limite du solde disponible sur cette valeur papier. Donc on ne restreint plus aux cartes cadeaux seules cette notion de sécabilité ou d'utilisation en plusieurs fois. Elle va désormais devenir disponible sur toutes ces valeurs papier, les bons d'achat, les acomptes et ainsi de suite. Donc là, on homogénise, on standardise. Ce qu'on a fait, et là pour adresser de manière un peu plus directe la problématique
de la TVA, donc ce qu'on appelle une gestion de la TVA sur encaissement. On a fait évoluer en partie le modèle de données et notamment deux tables qui sont les tables OPERCAIS, qui est là la table de gestion de suivi, ce qu'on appelle les articles financiers, des opérations financières, donc ces valeurs papier, et la table PLIE-ECHE, qui est la table de suivi des règlements. Pourquoi plus simplement, ce qu'on donne maintenant, c'est la possibilité de stocker au niveau de ces tables et de suivre tout ce qui est donné de taxes collectées, c'est-à-dire dans la table de gestion des opérations de caisse directement, lors d'un versement d'un compte, par exemple, on va stocker en plus du montant de la compte versé, les montants et taux de TVA qui auront été associés, en tout cas collectés dans le cadre de ce versement d'acompte. Donc, taxes collectées, mais également taxes déduites. Ça, c'est le processus et ce qui se passe aujourd'hui lors de la remise de la commande au client avec l'utilisation de cet acompte qui a déjà été payé, pour encore une fois éviter cette double comptabilisation de la TVA. Donc, lorsqu'on va vous envoyer les informations, les tickets de vente, les règlements, ainsi de suite, on va vous fournir toutes les informations, vous ou à vos services financiers pour correctement remplir vos déclarations de taxes. Mais on va également suivre ici, de fait que ces valeurs papier deviennent sécables, le solde de taxes sur une valeur papier. Je prends un exemple, le client vous verse un acompte de 1000 au titre d'une commande qu'il vous a passée pour 3 produits. Or, vous êtes en mesure de lui livrer le premier produit dans un premier temps. On va déduire à ce moment-là la quote-part de TVA collectée initialement au titre de la commande de ce premier produit et on va ne conserver comme solde disponible que le solde de TVA concernant les deux produits qui restent à livrer. Je ne sais pas que vous me suivez. Du coup, comment on faisait ça et que les choses étaient quand même un peu plus standardisées et homogènes, comme je le disais, et parce que c'était un besoin de Cegid et que c'était une demande de beaucoup de nos clients, on a créé une nouvelle API donc, qui s'appelle Voucher Management, disponible en SOAP et RESTful, qui va offrir les méthodes suivantes. Alors, les méthodes, c'est que permet de faire l'API. Donc, si on part ici d'un voucher, quelle que soit la nature de la valeur papier, elle permettra de créer n'importe quel type de valeur papier, d'annuler la création de cette valeur papier, de mettre à jour les informations de la valeur, de fermer si on ne souhaite plus l'utiliser, de l'utiliser, d'annuler l'utilisation ou de récupérer au choix la liste, une liste de valeurs papier répondant à certains critères. Par exemple, je veux voir la liste de tous les vouchers en compte pour un client ou plus précisément, je veux voir les caractéristiques d'une valeur papier précise. Sa date d'émission, sa date d'expiration s'il y en a une, et les informations de montant disponible, et ainsi de suite. Donc ça, ce sera disponible si vous activez cette nouvelle gestion des vouchers. Ce qu'on a prévu également, c'est pour vous aider dans l'activation de ça, on a développé et il sera intégré au back-office Y2, donc un assistant de migration qui va aussi travailler sur l'historique, parce qu'il y a aujourd'hui dans vos bases de données tout un tas, j'imagine, à minima des cartes cadeaux, des bons d'achat, des avoirs et ainsi de suite. Donc pour reventiler les informations ainsi de suite, dans les bonnes tables et ainsi de suite, on a prévu un assistant de migration. Également, pour vous aider, il y a 3 nouvelles procédures dédiées à ce sujet qui ont été publiées. Vous pourrez les retrouver sur le portail de Doc en ligne, qui sont les P402, 405 et 406, et qui traitent respectivement de la comptabilisation de la taxe sur encaissement. Parce que nous, en fait, on ne fait que vous donner les outils pour appliquer la loi et faire en sorte de bien déclarer la taxe. Une procédure, la 405, qui va décrire en pas à pas les étapes d'activation de mise en œuvre de cette nouvelle gestion. Et aussi un certain nombre de choses, notamment liées à l'utilisation ou aux interactions avec des solutions tierces. On parlait tout à l'heure de cartes cadeaux. Alors, il faut se mettre, quand on parle de comptabilisation de la taxe, aujourd'hui, si vous vendez dans vos magasins une carte cadeau qui peut être utilisée pour l'achat de n'importe quel produit de votre assortiment et que chez vous, vous vendez et des chaussures et des livres, et donc des produits ayant des taux de taxes différents, vous n'êtes pas
vous n'êtes pas soumis à cette obligation de collecte de la taxe. Donc là, c'est à voir aussi, c'est en fonction des besoins, et ainsi de suite. Mais cette procédure, la 406, elle va notamment décrire le cas d'intégration avec par exemple, des gestionnaires ou des services de gestion de cartes cadeaux tiers, de type SVS ou Givex, parce que dans ce cas-là, on va nous déléguer au système tiers la gestion du solde de taxes, ainsi de suite, ce genre de choses. Donc ça, ce sera décrit. Néanmoins, une précaution à prendre, c'est que cette nouvelle gestion, et en dépit du fait que nous ayons fait et accompagné un certain nombre de pilotes, là où c'est bizarre, mais l'année dernière, tout le monde paniquait à l'idée d'appliquer cette loi, notamment tout ce qui était lié à la gestion de la TVA sur encaissement. Depuis le 1er janvier, on n'entend plus beaucoup parler. Et que voilà, les tests n'ont pas permis d'aller au bout du bout. Donc nous, on a mis en place tous les tests de non-régression, donc à périmètre équivalent, avec ce module non activé, ce module activé. On a fait des tests, nous, sur la gestion de la TVA sur encaissement. On a mis à jour tous nos scripts de test auto et ainsi de suite, et tout est ouvert. Néanmoins, on souhaiterait, et on a décidé, et c'est une première aussi, c'est au titre de l'édition 2022, elle-même RTL, de dire cette nouvelle gestion des vouchers, on la sort en mode pilote. Tout ce que ça veut dire, c'est merci juste de prendre contact avec votre interlocuteur Cégide. On souhaiterait savoir si vous vous apprêtez à le mettre en place pour pouvoir vous suivre, vous accompagner et vous apporter le support nécessaire si besoin. On a en plus, nous, côté, alors plus pour les clients SaaS, mais on a mis en place tout un tas de tableaux de bord, nous. Vous savez qu'on est capable d'analyser plein de traces sur nos environnements SaaS. Donc, on a créé tout un tas de traces qui nous permettent, nous, de superviser et de suivre l'activation de cette nouvelle fonctionnalité via cet assistant dont je vous parlais. Donc, on n'est pas en train de dire on va sélectionner les pilotes, pas du tout. Vous voulez l'utiliser, vous voulez le tester, on vous accompagne, d'accord. Par contre, on voudrait savoir, parce qu'on souhaiterait savoir combien de personnes l'utilisent et ainsi de suite, pour une fois qu'on a un nombre, et une fois qu'on aura un nombre suffisant de clients l'ayant validé, enlever cette petite astérisque et, euh, et voilà. Donc voilà, donc ça c'était sur la partie voucher. Sur la partie omnicanal, alors, on a fait une première chose, ça c'était à la demande d'un client, on a créé un nouveau statut qui s'appelle attente de validation. C'est-à-dire encore un statut. Ce statut, en tout cas la gestion de ce nouveau statut, elle va être notamment intéressante pour les gens qui utilisent un OMS ou un DOM tiers pour gérer l'allocation des commandes au magasin ou à l'établissement Y2, et ce, plus sur un process un peu itératif. C'est-à-dire que l'OMS ou le DOM qui va recevoir, lui, la commande, va avoir la possibilité, via les API d'Y2, d'aller consulter le stock disponible, d'aller affecter, modifier son affectation, ainsi de suite. Néanmoins, il y a une chose dans Y2, c'est d'ailleurs quand on crée une commande, quel que soit son statut, on va du coup dérouler une chaîne de traitement qui va dire j'ai créé une commande, je crée un ticket de versement d'art associé, je crée éventuellement une demande de transfert pour et ainsi de suite. Et ça, du coup, ça génère un certain temps de traitement, ça utilise de la ressource, ça crée des transactions qui ne servent à rien, sachant que l'OMS ou le DOM, lui, n'a pas terminé son travail d'itération, il n'a pas encore finalisé, en tout cas décidé, là où les boutiques auxquelles il allait finalement affecter cette commande. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce nouveau statut qui va permettre à ce même outil, lorsqu'il crée la commande dans Y2, de dire attention, je suis en train de travailler, je fais des itérations, je teste, je regarde ce qui est dispo. La commande, elle est en mode en attente de validation, et c'est uniquement lorsque l'allocation finale aura été trouvée que ce même OMS refera un appel, mettra à jour le statut, et là on déroulera dans Y2 pour la création, et on créera tous les documents ou process suivants. Voilà. Donc ça, c'est un but d'optimisation aussi, et de mieux répondre, encore une fois, aux besoins notamment de sociétés, peut-être les vôtres, qui travaillent sur des allocations en mode itératif. La deuxième évolution, donc je vais avoir du mal un petit peu à vraiment valoriser, parce que c'était pour moi un peu plus une anneau. Lorsqu'on fait des expéditions de commandes chez un client,
il y avait une chose dans Y2 qui n'était pas possible. On savait dire, moi je fais un split de commande et j'ai le premier article qui est expédié depuis la boutique A, le deuxième par la boutique B et puis le troisième, quatrième depuis la boutique C. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce qu'on ne savait pas faire, c'est faire du split de commande dès lors que les établissements émetteurs ou expéditeurs de cette commande étaient de types différents. On ne savait pas dire l'article A, il est expédié depuis un dépôt web et l'article 2 depuis un dépôt boutique. D'accord? On ne va pas dire que c'est un bug, c'est juste quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, on a travaillé là-dessus pour permettre désormais une allocation ou un split de commande sur différents types de dépôts. Donc, comme on l'illustre ici, c'est je fais l'affectation, cet article sur un dépôt web et les deux articles suivants sur des dépôts de type établissement. Je livre chez le client et il n'y a plus de problème. Voilà. On a fait une chose aussi, donc ça c'est une demande qui remontait assez souvent. Beaucoup d'entre vous en fait utilisent une fonction qui est une fonction de la caisse qui fait en sorte que l'utilisateur en magasin, à la fin de chaque transaction d'encaissement sur le front office, soit alerté via un pop-up de la liste des demandes de réservation produits en cours et non encore servis. D'accord? Donc c'est ce pop-up que vous avez ici qui s'affiche de manière systématique et qui va lister toutes les demandes de réservation reçues par la boutique et qui restent encore à traiter. Or, on sait que vous avez tous à faire face à des périodes, à des pics d'activité ou à des périodes d'affluence dans vos magasins. Et l'affichage systématique de cette pop-up peut être un peu dérangeante. Donc, il est possible de débrayer cette fonction, de la désactiver pour une période de temps donnée, c'est votre décision. Néanmoins, il y a une fonction qui est quand même bien importante, qui est la notion de dire, non, moi je refuse cette commande parce que le produit, je viens de le vendre, par exemple. En tout cas, je ne vais pas être en capacité de la servir. Cette commande a été disponible que dans cet écran et pas dans l'écran de suivi des commandes Omni standard. Donc, pas grand suspense. On a rajouté aujourd'hui, on a fait en sorte que la possibilité de refuser une demande de réservation ou une commande affectée à une boutique soit désormais disponible depuis cet écran de suivi des commandes et donc vous permettre de désactiver le pop-up systématique si vous n'en avez pas besoin pendant une période donnée. Et la dernière partie, on va évoquer 3 sujets de mémoire. On a fait, alors c'est une évolution qu'il fallait qu'on fasse. Donc du coup, on l'a faite. Certains d'entre vous l'attendaient depuis pas mal de temps. C'est on a agrandi les champs adresse, ville, région et pays dans les champs de type adresse. En plus de ça, on a ajouté une 4e ligne ou un 4e champ de type adresse. La genèse derrière tout ça, c'est c'est pour mieux être en mesure de respecter ou d'adresser les différents types ou formats d'adresses qu'on peut retrouver de par le monde. Mais plus près de chez nous, il y a notamment un certain regroupement de lieux-dits qui a eu lieu en France et qui a fait que voilà, des lieux-dits se sont retrouvés rattachés à des villages ou ce genre de choses et que comme à peu près chaque lieu-dit en France a une rue de l'église, quand on envoyait une adresse à Monsieur Dupont, rue de l'église, dans le petit village de je ne sais où, et comme il y en avait 4 des rues de l'église, souvent on n'était pas capable de livrer le courrier. Donc on a procédé à cette évolution, au niveau du modèle de données, donc pour agrandir ces champs, rajouter un 4e champ adresse. On a profité aussi pour remettre un petit coup de peinture et vous proposer une nouvelle interface de saisie des adresses, donc qui est ici. L'adresse sera désormais, en tout cas affichée dans la fiche client au travers d'un champ plus de type bloc-notes. Et par l'utilisation ici de ce bouton, vous pourrez rentrer en mode édition avec une fenêtre un peu plus sympathique et plus lisible pour l'utilisateur qui, lui, doit aller saisir ou modifier une adresse. Tout ce qui était lié à la gestion, le paramétrage des champs de la fiche client
qui est de dire je définis par établissement ou par groupe utilisateur la liste des champs visibles, obligatoires ou modifiables. Tout ça reste vrai. Donc, si vous n'utilisez pas ce champ, vous pouvez le masquer. Si vous souhaitez que la ville soit obligatoire, elle sera obligatoire. C'est juste vraiment ici l'interface de suivi. On a créé un masque dédié à la gestion des adresses. Du coup, ce qu'on a fait également, c'est on a mis à jour un certain nombre de services, d'accord, pour qu'ils soient compatibles avec cette nouvelle gestion. Et surtout, il était demandeur aussi, on a mis à jour, pour ceux qui utilisent, les connecteurs de vérification d'adresse de CapNC et DQE, qui sont les deux partenaires ou les deux connecteurs officiels que nous proposons. On a fait une évolution, alors pas sur le mode autonome lui-même, mais plus sur le calcul des agrégats de tarifs. En créant, là aussi, c'est quelque chose qui est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de l'activer. Il y aura une gestion des agrégats de tarifs historiques. Il y aura une gestion des agrégats de tarifs V2, sachant que cette nouvelle gestion, en fait, ce qu'elle propose, c'est un nouvel algorithme donc de calcul des agrégats de tarifs pour le mode autonome, qui est spécifiquement et particulièrement optimisé pour tout ce qui est gestion de grands réseaux ou les sociétés, les retailers qui gèrent de très grandes volumétries d'établissements, de tarifs et d'articles. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire un grand volume? Ça ne va pas nécessairement de dire j'ai X centaines de milliers d'articles, c'est pas ça, mais on a des clients qui, pour des raisons X ou Y, gèrent, alors ont beaucoup de boutiques, ont beaucoup d'articles, et ont un tarif par établissement. Et dans ce cas-là, la combinaison de ces trois facteurs, lors de la génération des agrégats de tarifs en tâches planifiées, il pouvait arriver que, pris par le temps, on n'arrive pas à tout générer dans les 12 heures de fermeture qui nous étaient données. Donc, ce nouvel algorithme va permettre de générer ces choses beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, il y a un certain nombre de différences en termes de données rapatriées sur le poste de caisse et ainsi de suite. Donc, je vous inviterai à lire tout le détail dans la fiche version. Mais on a vu des gains de performance ou des temps de génération assez significatifs. Enfin, je crois que c'est le dernier point, on a introduit, rendu possible, la gestion d'identifiants externes, donc sous la forme de GUID, pour tout ce qui est entité client, établissement et dépôt. Donc je m'explique, vous êtes assez nombreux aujourd'hui à mettre en place, à utiliser, par exemple, des outils de CRM externes, que ce soit un Salesforce, que ce soit un Microsoft, que ce soit autre chose, d'accord? Et du coup, et un client ici, qui est mon client Jaspar, qui peut s'appeler RIC 690004 dans ma fiche, enfin dans Y2, lui, il peut s'appeler voilà, ce long code dans Salesforce ou dans un ERP ou ainsi de suite. Et ce qu'on vous obligeait à faire aujourd'hui, c'est de connaître dans cet outil de CRM l'identifiant Y2. D'accord? Dans une certaine mesure, certains clients pouvaient utiliser ce champ qui s'appelle EN, mais qui de mémoire était limité à 17 caractères, donc il n'était pas compatible avec cette notion de GUID. Donc on a créé un nouveau champ qui est un champ de stockage de la référence externe. Donc ça, vous allez pouvoir l'alimenter de la manière que vous souhaitez. Y2, à la saisie de ce code, va vérifier son unicité également pour vous éviter aussi de faire des erreurs et d'aller potentiellement affecter à deux clients différents le même identifiant externe. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on a fait également, c'est on a créé, alors ça c'est un service interne que vous ne verrez pas, mais qui est une espèce de service reverse lookup ou annuaire inversé, qui va vous permettre, dès lors que vous appelez une fonction ou un service Y2, de l'appeler avec votre identifiant externe, et Y2 va lui se charger d'aller rechercher l'identifiant Y2 associé. Et là, très clairement, on était parti, on avait pris une approche initialement qui était de dire, en fait, on va vous demander de faire deux appels. On va vous mettre à disposition l'identifiant Y2 via un get detail. Donc, vous nous envoyez, vous appelez le service client et vous demandez à récupérer l'identifiant client Y2 pour cette référence externe. Et on s'est dit que si on pouvait ne vous faire qu'un seul appel, dans ce cas présent, c'était pas mal. Donc, on a développé, on a intégré, nous, un service de mapping et de recherche
voilà, que vous n'aurez pas à appeler puisqu'on s'en charge. D'accord? Donc, ce service va lui rechercher de manière automatique l'identifiant Y2 du client à partir de l'identifiant externe que vous nous aurez transmis. Et ça, c'est des choses, voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on est en train d'implémenter. Alors, ça a été déjà pas mal fait dans beaucoup d'appels d'API, et pour vous permettre justement dans ces API d'aller utiliser l'identifiant que vous connaissez, qui est l'identifiant externe. Je donne exemple ici sur la partie client, mais c'est au moins aussi vrai pour tous ceux d'entre vous qui interagissent avec Y2 depuis un ERP, depuis une plateforme e-commerce, qui elle va gérer un référencement des établissements, des dépôts qui est autre. On a implémenté exactement la même logique au niveau des établissements et des dépôts. Voilà ce que je voulais vous dire sur les évolutions. J'avais fait un tout petit peu de teasing, je ne vais pas vous dire beaucoup plus maintenant. Néanmoins, alors pour ceux qui étaient à Monaco l'année dernière de la conférence utilisateur et ceux qui nous ont suivis un petit peu depuis, on a lancé ce nouveau, un peu le nouveau slogan de Cegid qui est Set a New Pace. Un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, ces nouvelles méthodologies de travail avec pour objectif de délivrer plus de fonctionnels, plus souvent et mieux. Donc, c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place. Je disais aussi, on va vous en parler. On vous expliquera les impacts que cela pourra avoir pour vous assez prochainement. Et déjà, c'est pour vous dire, du fait qu'on a aujourd'hui, nous, au niveau de l'équipe Product Delivery, un peu plus de visibilité aussi sur les choses qu'on va être capable de livrer à plus court terme, voilà, je voulais dire qu'on travaille aujourd'hui notamment sur tout un tas de choses autour de la taxation des ventes omnicanales, que ce soit pour la taxation d'une vente omni saisie depuis Y2, mais aussi pour la création de commandes via des API. On vous a mis à disposition en édition 2021 un certain nombre de nouvelles web apps, qui sont les web apps Company Settings, Identity pour la gestion des groupes utilisateurs et utilisateurs. On a lancé, et je travaille aujourd'hui avec nos équipes UX/UI, un redesign de certaines de ces API, déjà pour en améliorer l'intégration. Donc, on est en train de voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas nécessairement vous rouvrir plein d'onglets dans un navigateur dès lors que vous ouvrez une web app. On va redessiner un certain nombre de choses parce qu'on n'utilise pas bien la largeur de l'écran. On va faire pas mal d'améliorations fonctionnelles. Donc, par la définition de template, en gros, là, on met un peu de temps parce qu'on est en train de redéfinir un cahier des charges et toutes les fonctions que l'on souhaite voir mises à dispo dans ces web apps. Et on sait, moi le premier, que la recherche multicritère, c'était quand même pas mal, que la création de fils, c'était bien, que pouvoir exporter dans Excel, c'était super. Donc, ça fait partie, ces choses aujourd'hui qui peuvent manquer dans certaines web apps. On est en train de la réintégrer dans nos templates et ça fera partie en fait, du cahier des charges pour la sortie et la release de ces nouvelles web apps. Et vous avez vu qu'on a développé plein d'API pour justement pouvoir accélérer un peu la webisation de certains domaines fonctionnels du back-office et du front-office. On ne s'arrête pas là sur les API. On a plein de choses dans les tuyaux. Donc, on vous communiquera ces choses de manière régulière. Et puis sur les sujets compliance et localisation, parce que là aussi, ce n'est pas des choses qu'on valorise nécessairement au sein des fiches versions. On va faire en sorte que ça change aussi, en tout cas de vous donner un peu plus de visibilité sur les choses qui changent, les nouveaux connecteurs qu'on met à disposition et ainsi de suite. Mais on est en plein retravail aujourd'hui sur des évolutions de localisation en Arabie Saoudite, en Égypte. On est en train de refaire pas mal de choses sur notre country package pour le Mexique. On est très occupé aussi sur tout ce qui est préparation de l'arrivée des obligations de e-invoicing et reporting en France. Et puis, on a lancé un refactoring complet de notre country package au Brésil. Donc, pour aider aussi, là, c'est de vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir déployer de Y2 au Brésil de manière un peu plus rapide et plus simple, sachant qu'entre aujourd'hui et il y a 15 ans, quand on a développé le premier country package, il s'est passé quand même pas mal de choses. La techno a évolué et puis il y a plein de solutions de fiscalisation de transactions qui sont arrivées sur le marché brésilien. Et aujourd'hui, c'est vrai que
pour tout ce qui est fiscalisation, on tend plus à s'intégrer avec des solutions locales qui, elles, évoluent euh, au gré des évolutions. Et nous, on essaie de maintenir un connecteur et bien sûr de garantir qu'on a tous les champs, toutes les données qui sont nécessaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de lire quelques questions, s'il y en a, je voulais juste faire un petit rappel. Le CG de Retail Club, donc ceux qui ne le connaissent pas, le CG de Retail Club, c'est une association d'utilisateurs, donc de sociétés utilisatrices des solutions Cegid. Donc c'est pas Cegid, c'est une association d'utilisateurs des solutions Cegid. Donc le CRC organise une convention les 6 et 7 juin à Lyon pour 2 jours. Donc je voulais juste, et je vous mettrai ça dans la conversation, si vous êtes intéressé, et là c'est à moi de vous donner envie aussi. Donc il y a une adresse ici, un site web ici que je partagerai qui vous permet de vous inscrire. Donc c'est sur 2 journées. Il y aura le président du club, il y aura le CEO de Cegid qui sera là, il y aura Nathalie Chinois qui sera là. On organise des tables rondes avec des interlocuteurs et de clients, mais aussi d'organismes comme le Procos, choses comme Accenture. Si vous êtes intéressé, par exemple sur des sujets Orly, il y aura aussi, pour ceux qui utilisent Orly, il y aura un atelier Orly. Si vous êtes intéressé, moi j'animerai avec Julien Dittmar du Temps des Cerises et des gens de chez Ores, un atelier sur les architectures applicatives et l'utilisation que l'on peut faire aussi des API Y2 pour améliorer pas mal de choses en boutique notamment. On aura un village partenaire où vous pourrez faire du networking, aller rencontrer des partenaires, que ce soit sur de la démat de tickets, que ce soit sur plein d'autres choses. Il y aura l'assemblée générale du club. Et puis le soir, je pense qu'il y aura un petit dîner plutôt sympathique. Et puis le lendemain, il y a encore tout un tas de choses avec des gens des clients sur des sujets de réglementation. On vous présentera aussi la stratégie produit. Puis on terminera voilà, en beauté avec une plénière de clôture avec Laurent Toumine de chez Accenture. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que ça peut être intéressant et c'est toujours sympa de se rencontrer. Est-ce que j'ai des questions? Alors, je vois rien dans le Q&A, mais comme j'ai dit, il fallait faire dans le Q&A. Est-ce que les gens sont les mettre dans le chat? Voilà, dans le chat, quand j'ai dit 10 fois dans le Q&A, c'est pas grave. Voilà, je voyais des gens qui disent qu'il manque des filtres et du multicritère dans les web apps. Donc, je partage l'avis. Donc, effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Ça, je vous garantis qu'on va le faire. Ouais, j'ai une bonne question sur la notion donc, parce que j'ai annoncé l'arrivée assez imminente d'un nouveau service de gestion client. On avait introduit, et là la question c'est qu'est-ce qui va passer de l'ancien, ce qui va être décommissionné dès lors qu'on aura le nouveau. Donc la réponse est non, il ne va pas être décommissionné comme ça. D'accord. L'année dernière, on vous avait présenté, en tout cas on avait publié, moi je sais que je l'ai pas mal relayé, mais vous n'étiez peut-être pas tous ici. On a quand même beaucoup documenté et statué sur les notions de statut des API et d'exposition des API. Donc on a notamment aujourd'hui un statut qui est alpha pour une API, donc qui est disponible dans la documentation du service. Donc vous ne l'utilisez pas. Bêta, vous nous posez la question parce que normalement ça devrait être bon, mais on veut le savoir. Ensuite, il est en statut released, et là, il n'y a pas de problème, vous l'utilisez. Et enfin, on a introduit la notion, en tout cas, on va commencer à passer un certain nombre de services obsolètes. Donc là, pour répondre précisément à la question, dès lors que nous aurons validé le nouveau service de gestion des clients, nous allons passer le service de legacy historique en obsolète. C'est-à-dire que nous, on va le conserver pendant 2 ans. D'accord. Donc, notre rôle, c'est déjà de vous informer et de vous dire il y a un nouveau service, c'est de faire en sorte que vous ayez eu l'information comme quoi l'ancien service était, lui, passé obsolète. Vous avez bien compris, donc c'est pour ça que je le répète, que vous avez 2 ans ensuite pour utiliser le nouveau.
J'avais une question sur la migration de l'assistant quand on est en SaaS. Alors s'il s'agit de l'activation de la nouvelle gestion des valeurs papier ou des vouchers, en fait, elle se passe de la même manière que vous soyez en SaaS ou que vous soyez en premise. Donc, c'est un assistant qui est lancé dans l'application. Les différentes étapes ou les différentes fonctions effectuées par l'assistant sont décrites dans la procédure P400, 5 ou P406, je ne sais plus laquelle, mais celle qui explique comment mettre en place. Et je dirais même, vous avez un petit intérêt, enfin un petit avantage quand vous êtes en SaaS, et je vous disais, nous, on a bâti des tableaux de bord qui vont nous permettre, nous aussi, de monitorer ou potentiellement même de vous avertir si on a détecté qu'un traitement s'était mal passé. Voilà. Encore une fois, c'est pour ça qu'on vous sollicite un petit peu et qu'on vous demande de bien vouloir vous faire connaître si vous souhaitez être pilote là-dessus. J'ai des choses ici sur le champ external. Je pense qu'on est sur la notion d'identifiant externe du client. La question, c'est ce qu'on peut l'utiliser à l'encaissement. Alors, à l'encaissement, normalement, mais ça va vérifier, il doit être disponible, cet identifiant externe, dans ce qu'on appelle les priorités de recherche. Donc, si vous savez, vous pouvez définir en fait les identifiants utilisables pour rechercher un client à l'encaissement. Donc, normalement, oui, il devrait être disponible. Mais je regarderai. Normalement, il n'y a pas de problème. J'ai une question qui pose la question, c'est quelle est la version exacte qui sera mise en SaaS? Alors j'ai pas la version, exacte, mais là aussi je pourrais répondre. Encore une fois, alors c'est assez difficile de répondre exactement parce qu'on a en fait la 1re ferme pilote qui a été, test qui a été migré, je vous le disais, avant-hier. L'idée aussi, c'est nous, enfin, on va peut-être ressortir un nouveau package d'ici là. J'en sais rien du tout. Par contre, je pourrais communiquer celle qui a été déployée sur les environnements, sur ce premier environnement de test qui a été migré il y a 2 jours. Sur les web services, quand est-ce qu'il y aura une API pour la gestion des articles? Très clairement, c'est pas quelque chose que l'on a priorisé aujourd'hui. C'est très clairement aussi sur notre feuille de route. On sait qu'on n'y coupera pas. Par contre, aujourd'hui, on tend plutôt à privilégier tout ce qui contribue, en tout cas tout ce qui nécessite la synchronisation de données ultra volatiles. Or, pour nous, de la gestion d'articles, même si voilà, dire j'ai d'un côté de l'API, de l'autre de l'échange de fichiers, c'est pas génial. Si on préfère tout avoir en web service, néanmoins, on va continuer à faire un petit peu d'import pour tout ce qui est création ou maintenance d'un référentiel produit, sachant qu'on n'a pas dit non à tout. On a déjà sorti des API de consultation ou de recherche des infos produits dans Y2. Maintenant, la création d'articles, ça va demander un petit peu plus de temps. Donc, je ne veux pas dire, je préfère être transparent et ne pas vous dire que c'est quelque chose qu'on va faire tout de suite, parce que je ne pense pas. Une fonction standard d'anonymisation RGPD de la base Y2 serait appréciable. Alors, on met à disposition, encore une fois, l'anonymisation, c'est faire en sorte que le client ne soit pas reconnaissable. Aujourd'hui, on a des API qui vous permettent d'anonymiser une fiche client. Néanmoins, la demande, elle doit venir de vous ou du système qui, lui, va procéder à l'anonymisation. Et surtout, il faut que ce soit lié à une demande de client. Donc là, s'il y a un cas vraiment précis, enfin, parlez-en à votre directeur de projet, votre CSM, ou ainsi de suite. Et moi, je suis d'accord pour en parler avec vous. Mais voilà, nous, il y a une API qui permet de faire de l'anonymisation. Alors, c'est sûr que ça va être en enregistrement par enregistrement. Néanmoins, je pense que ça se passe comme ça quand même sur beaucoup de systèmes. Alors j'ai une autre question, c'est est-ce que la business notification client actuelle va être mise à jour en appelant le nouveau service? Non, parce que c'est vraiment 2 choses qui sont dissociées. La business notification, en tout cas le webhook, lui, notifie le système, qui s'est abonné au service de notification de la création, de la modification d'une fiche client. En retour, ce système doit lui appeler l'API. D'accord? Donc c'est plus la même API qu'il faudra appeler si vous décidez d'utiliser le nouveau service. Et pour moi, ça n'a pas d'impact sur la notification en elle-même.
Donc les guides clients-établissement seront-ils utilisables en import ou web service pour créer une commande client? Alors sur les imports, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé parce que encore une fois, nous, on va s'appuyer sur un service d'annuaire inversé ou de recherche de l'identifiant Y2. Donc, je pense pas que ce service soit appelé lors des imports, mais, je pourrais vérifier. Sinon sur, non, c'est quoi pour créer une commande client? Là, il faut aller regarder, donc dans la documentation, je pourrais la poster, hein, du service Sell Document, je suis pas persuadé. Faut que je regarde si celui-ci a évolué. J'avoue que je connais pas, heu, par cœur toutes les évols des services ou j'ai pas nécessairement toute la liste, mais ça on pourra vous le dire. Voilà. Bon, bah, j'ai débordé un petit peu de 3 minutes et je pense qu'on a vu à peu près tout. Oui, on est passé sur toutes les questions. Bah, du coup, je vous remercie pour ceux qui sont restés de m'avoir accordé ces 3 ou 4 minutes supplémentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, je vais dire participation, c'est moi qui vous ai coupé le micro, mais c'est pas grave. Et puis, bah, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.